Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. Le déguerpissement des occupants des domaines de l'État se poursuit à Conakry. Ce mardi, les engins ont entamé la démolition des bâtisses du côté de l'ambassade américaine. L'autonomisation de la femme, un projet innovateur en faveur de la gente féminine. En ce mois dédié aux femmes, les initiatives ne manquent pas. Zoom sur certaines d'entre elles. Enfin, au Maghreb, la vague de contestation a laissé place à une série de méfiances suite à la récente joie des manifestants lors de la rénonciation du 5e mandat du président Bouteflika. C'était là les titres, les détails à suivre. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Après le centre directionnel de Koloma, c'est au tour de Kipé 2 de recevoir l'équipe du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Les opérations de déguerpissement de cette zone ont débuté ce matin. Plusieurs citoyens ont été sommés de quitter leurs habitations. Alpha Bakar Sank Diallo, reportage. Si hier la zone d'équipe 2 était menacée de déguerpissement, aujourd'hui c'est en exécution. Des gendarmes éparpillés partout, des machines prêtes à détruire ont reçu l'ordre de passer à la vitesse supérieure. Des maisons vidées de l'air contenu, d'autres décoiffées, attendent tous un coup de bulldozer pour être réduites en poussière. Des citoyens animés par un désespoir disent ne pas être prévenus de cette opération. Je travaille ici, je suis garagiste depuis 2002, je travaille ici. Mais ces derniers temps, on a reçu quelques éléments qu'il a venu cocher ici. Ils ont dit qu'ils vont venir pour cacher ici. Mais ces derniers temps, on n'a pas reçu l'alerte pour aujourd'hui. Personne n'a sorti leurs bagages ou leurs matériaux ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas sûr. Ils vont venir aujourd'hui. Si les gens savaient, ils vont venir aujourd'hui, au moins le taux, ils vont enlever. Au lieu qu'on perde tout ça là. Animés tous d'un sentiment de révolte, de tristesse et de désespoir, ces victimes ne savent pas quelle voie emprunter. Effectivement, si l'État est là, vraiment, il ne devrait pas être comme ça. Il devrait moins accompagner les gens. Parce qu'il y a eu des guerres là-bas. Mais on n'a pas vu vraiment la réaction de l'État. Il n'y a rien absolument, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Tout un État devrait normalement accompagner leur population. Après avoir vécu plusieurs décennies, ces pauvres citoyens sont obligés de quitter leur toit pour se chercher ailleurs un abri. Mon mari a construit ici en 1987. Nous avons occupé en 1988 en s'abonnant à la SEG et à l'EDG. Je demande l'aide à toutes les bonnes volontés. La seule maison qu'on avait est détruite. Nous n'avons plus où aller. Toujours dans l'actualité nationale, dans le souci de prendre à bras le corps les préoccupations des populations les plus vulnérables, des projets comme les filots sociaux productifs ont été mis en place par les autorités. Pour en savoir davantage sur le programme, la ministre du Plan et du Développement économique et social a été interpellée sur le sujet. Pour Mamakani Diallo, ce projet a été conçu pour la réduction de la pauvreté tant en milieu urbain que rural. Oumar Sow, explication. Pour venir à bout de la problématique face à laquelle les citoyens les plus démunis sont confrontés, le gouvernement, à travers la ministre du Plan et du Développement économique et social, entend mettre en exécution son plan d'action. Un travail qui passe nécessairement par la participation et la formulation du programme NAFA, un projet qui présente des enjeux. En premier lieu, il s'agit de renforcer l'impact positif du projet de filets sociaux productifs et son dispositif de protection sociale. Vu les tenants et les aboutissants du programme, le gouvernement promet de l'élargir dans plusieurs localités du pays. En second lieu, il s'agit de conforter les capacités du gouvernement à lutter durablement contre la pauvreté et la vulnérabilité en attendant le champ d'intervention du nouveau programme à un plus grand nombre de préfectures et donc de bénéficiaires. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la croissance, comme le prévoit d'ailleurs le Programme national de développement économique et social PNDS. Sur un tout autre plan, le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication est de plus en plus convoité. Les utilisateurs de ces outils ont des espaces de dialogue ou des discussions pour faire valoir leurs idées. Cette liberté d'expression ouvre de nos jours un débat quant à sa réglementation. C'est dans ce cadre que chaque 12 mars, le monde célèbre la journée internationale de la lutte contre la censure sur le net. Aliou Diallo nous fait le point.
À l'heure de la mondialisation, l'Internet est de nos jours un outil de travail indispensable. Ce domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication attire toutes les couches. Avec la liberté d'écrire et d'exprimer les opinions, le monde est devenu un village planétaire. Donc c'est une journée très importante pour tous ceux qui agissent sur Internet, et notamment les journalistes, les blogueurs, les web-activistes, et même les pouvoirs publics, parce que c'est une journée qui donc célèbre cette liberté d'expression. La liberté d'expression reconnue à tout individu ne doit par contre nuire à la quiétude sociale ou à exposer les personnes au danger de ces intiques. L'absence de cette censure étatique, d'ailleurs c'est à loin, ce n'est pas, on n'incite pas les pouvoirs publics à censurer. On prône la liberté d'expression sur Internet, mais il faudrait aussi que cette liberté soit encadrée. Il ne faut pas que liberté rime à libertinage. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate depuis un certain temps qu'il y a des citoyens quand même qui outrepassent leur liberté, leur propre liberté pour s'attaquer à d'autres citoyens ou même à des personnes détentrices des pouvoirs publics. En Guinée, il y a 3 ans, l'Assemblée nationale a voté une loi sur la cybercriminalité, une manière de réglementer ce secteur. Une liberté sur le net ne peut pas nuire à la paix ou à la quiétude sociale, dans la mesure où il y a des textes de loi qui sont dans ce pays qui encadrent toutes ces libertés, au-delà même de la liberté sur Internet. Toutes les libertés dans le pays sont encadrées par des lois. Ainsi, celles sur Internet également sont encadrées par les lois. Les réseaux sociaux et autres canaux de communication sont des véritables espaces de débat. Pour beaucoup d'observateurs, restreindre ces espaces est une atteinte à la liberté d'expression des individus. Je vous le disais au sommaire, apprendre un métier pour s'assurer un avenir meilleur est le combat de plusieurs femmes et jeunes filles en Guinée. Le but est de renforcer leur capacité d'autonomisation vers des métiers de choix qui pourront leur permettre à long terme de subvenir à leurs besoins. Illustration avec ces filles rencontrées dans la banlieue de Conakry. Kadiatou Chérif Fofana pour plus de précision. Dans cet atelier, 2 jeunes filles non diplômées apprennent à faire l'artisanat avec le textile guinéen pour fabriquer des accessoires féminins. Elles disent être attirées par l'art, mais surtout à être autonomes. En une semaine, elles confectionnent déjà ces articles. Depuis la formation, j'ai appris à faire des sacs, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des sacoches et aussi des chaussures. C'est un collier que nous avons fait. J'ai pris la boîte de colle pour mesurer le premier cercle. Après ça, j'ai pris le bic pour encore agrandir un deuxième cercle. Après, j'ai coupé le milieu. J'ai aussi tracé un bout de carton pour recoller. Pour cet artiste, le but de cette formation est de donner un coup de pouce à la gente féminine pour leur épanouissement, tout en protégeant l'environnement avec le matériel de base utilisé. Le métier, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement que tu vas dire que non, je fais le droit, ou bien je fais la sociologie, je fais maths, je fais quoi. C'est ça que tu vas faire. Non. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que après les études, pour avoir un boulot, c'est purement difficile pour avoir. Donc tu peux faire un petit boulot, même chez toi dans ta chambre, tu ouvres les pages sur Facebook, sur YouTube, tu vas gagner de l'argent dans ta chambre. Ça c'est des bracelets que les gens aiment beaucoup, ça c'est en caoutchouc, tu peux bien mettre et puis donc c'est léger. Pour elle, la vie est un long combat qu'il faut mener à front pour être indépendante. L'avenir, il faut le chercher, c'est pas seulement en s'asseyant à la maison qu'on peut atteindre ses objectifs. Premièrement, tu te fixes des objectifs à atteindre et ensuite tu te bats pour atteindre ces objectifs. Parce que quel que soit le combat, quelle que soit ta volonté, si tu ne te bats pas pour atteindre tes objectifs, jamais tu n'arriveras. Je vais continuer à confectionner les sacs pour me faire un peu d'argent. Parce que les filles, elles adorent ça beaucoup dans le quartier. Avec ça, petit à petit, j'aurai peut-être une petite entreprise des sacs à main. L'entrepreneuriat féminin semble évoluer en Guinée, d'où la nécessité d'une prise de conscience chez les jeunes filles en vue de se perfectionner pour un avenir meilleur. Également dans l'actualité nationale en Guinée, être albinos est souvent synonyme de mendicité, chose qui n'est pas pour autant normale.
Ils sont nombreux dans la capitale à se faire remarquer dans cette pratique. Malgré que la mendicité soit interdite par la loi, ce phénomène prend de l'ampleur du jour au lendemain dans le pays. Aminata Keita, explication. La mendicité est devenue l'activité principale de certains enfants de la capitale, notamment des albinos. Chaque matin, ces tout petits envahissent certains axes de la ville. Objectif, mendier les passants et autres voyageurs. Ils sont souvent à la recherche de pain quotidien pour leur famille. Aux yeux de certains, cette pratique est une exploitation des enfants par les parents, cela en violation systématique de leurs droits. D'abord, la mendicité est interdite en Guinée. Pourquoi les gens laissent les gens mendier? Qui doit interdire que les gens mendient? C'est ça d'abord le problème. Il y a véritablement un contraste entre nos lois, nos tests et nos pratiques. Et nos pratiques dominent. Si les textes étaient réglementés, je crois qu'on aurait difficilement eu des enfants dans la rue. Le chef de la division protection de l'enfant revient sur les mesures prises par leur département afin de réduire la mendicité sur les enfants. Le ministère de l'Action sociale s'engage naturellement à habiliter les communautés pour qu'il y ait moins d'abus, moins de négligence, moins d'exploitation ou moins même de maltraitance et de violence à l'égard des enfants. Et tous ces aspects se retrouvent dans les communautés. Mais aujourd'hui, il faut que la protection ne soit pas perçue comme une simple solidarité. On investit en des personnes pour qu'ils soient capables d'être autonomes. Il prodigue des conseils aux parents de prendre soin de leur progéniture. Lorsqu'on parle d'enfants, on parle de tout le monde. On parle d'abord de l'avenir de la famille, pas de l'avenir de la nation dans un premier temps. Mais c'est d'abord l'avenir de la famille. Et je crois que la plupart du temps, lorsque nous voyons l'histoire de notre pays, nous voyons l'évolution, il faut l'inculquer les valeurs qui lui permettent non seulement d'être un bon Guinéen, socialement dit, culturellement dit, mais aussi d'être respectueux des valeurs et des principes qui régissent une nation moderne. À noter que malgré l'année scolaire en cours, certains enfants sont souvent victimes de cette pratique. Sur le continent, le peuple algérien vient de remporter une victoire. Le président Bouteflika, ou plutôt le clan qui se cache derrière cet homme très diminué, renonce à un 5e mandat. Incontestablement, c'est la mobilisation massive des Algériens, notamment des jeunes et des femmes, qui a fait plier le système oligarchique qui est en place en Algérie et qui démolit pierre par pierre les conquêtes sociales de la lutte d'indépendance. Je vous propose maintenant de suivre un extrait de l'annonce. Il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos voeux. Restons dans ce cadre pour dire qu'Emmanuel Macron, le président français en tournée sur le continent africain, a salué la décision de son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas briguer un 5e mandat et appelle à une transition d'une durée raisonnable. Suivez. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent, et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Comme on vous l'annonçait, le président algérien a annoncé lundi via une lettre publiée par l'agence officielle APS qu'il renonçait à briguer un 5e mandat et que les élections présidentielles prévues le 18 avril sont repoussées à une date ultérieure. À cet effet, les manifestants s'inquiètent de la prolongation du mandat en cours. Le tour de cette actualité dans ce commentaire signé Salimatou Diallo.
En Algérie, les cris de cœur ont laissé place au scepticisme. Une liesse populaire a éclaté à l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika de la course à l'élection présidentielle. Un retrait du pouvoir, mais pas d'élection pour autant, car il est celui censé organiser les élections dont la date reste inconnue. Le scrutin du 18 avril est en effet reporté et le dirigeant reste au pouvoir pour organiser cette transition. Il annonce déjà la mise en place d'une commission électorale indépendante. Dans les rues, l'euphorie a laissé place plus tard dans la soirée à une inquiétude latente. Et si cette décision n'était qu'une mascarade, s'interrogent certains citoyens inquiets de la prolongation de son 4e mandat. Alors, revenons un peu sur les causes de la crispation politique en Algérie. La candidature puis le dépôt de cette dernière par le directeur de campagne du président algérien, son départ pour des soins à Genève et les inquiétudes depuis plus de 15 jours sur son état de santé ont allumé la mèche de la contestation. Dès le 10 février, des appels à manifester ont vu jour sur les réseaux sociaux. Dimanche, des milliers de lycéens ont défilé à travers le pays. Un appel à la grève générale a été lancé sur les réseaux sociaux. La mobilisation inédite n'a fait qu'enfiler au fil des jours pour devenir un véritable soulèvement populaire, mais très loin des émeutes violentes qu'a pu connaître l'Algérie dans le passé. Le président algérien a progressivement perdu plusieurs soutiens qui lui étaient traditionnellement acquis. Il y a eu d'abord cette vague de démission au sein du Forum des chefs d'entreprise ou encore le groupe Sevilta, qui est le plus important groupe privé algérien, qui s'est déclaré solidaire avec le mouvement. Il y a également eu ce message de la puissante Organisation nationale des Moudjahidines, regroupement d'anciens combattants. Plusieurs branches de l'Union générale des travailleurs algériens, syndicats, traditionnellement acquis au pouvoir, se sont démarqués du patron de la centrale en apportant eux aussi leur appui aux manifestants. Des députés ont également annoncé leur démission du FLN, le puissant parti de libération. Puis il y a eu cette déclaration dimanche de l'armée dans un discours face aux élèves officiers. Le chef d'état-major a affirmé que le peuple et l'armée partageaient la même vision du futur. Une déclaration historique pour certains, une adhésion affichée aux manifestants et donc une protection annoncée, voire un encouragement au refus de la candidature du président qui a peut-être pesé dans la décision de Bouteflika. À cela s'ajoute le soutien de la communauté internationale, notamment Washington qui a déclaré la semaine dernière que les Américains soutenaient le peuple algérien et son droit à manifester pacifiquement. Aujourd'hui, il y a un grand ouf de soulagement dans toute la communauté internationale car un sursis de quelques mois de répit se profile, mais tout va à présent dépendre de cette ouverture politique vers l'opposition et la société civile. En interactualité, la première ministre britannique Theresa May, le procureur général Geoffrey Cox et le ministre du Brexit Stephen Barclay quittent le 10 Downing Street à l'issue d'un conseil des ministres tenu quelques heures avant le nouveau vote du Parlement sur l'accord du Brexit. À 17 jours de la date fixée par le Brexit, les députés britanniques vont se prononcer ce mardi sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Theresa May espérant les convaincre avec des garanties décrochées à la dernière minute. La première ministre a annoncé lundi soir avoir obtenu des changements légalement contraignants de l'accord à l'issue d'une rencontre à Strasbourg avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. À cet effet, je vous propose de suivre la chancelière allemande Angela Merkel qui a déclaré soutenir les concessions de Jean-Claude Juncker qui a été faite lundi soir à Theresa May. Jean-Claude Juncker hat gesagt, dass das ein wichtiger, aus seiner Sicht auch letzter Schritt gewesen ist und wir unterstützen diesen Schritt ausdrücklich, aber das hat nichts mit Druck zu tun, sondern das hat etwas mit Partnerschaft zu tun, in der man immer versucht, bei Wahrung der eigenen Interessen auch für die Interessen der anderen eine Lösung zu finden. Un mot de sport dans cette édition. Très bonne nouvelle pour les supporters du Real. L'ancien roi de Madrid vient de faire son retour à la maison. Zinedine Zidane vient d'être nommé entraîneur du Real de Madrid. La durée de cette nouvelle transaction va s'étendre sur 3 ans. Suivez à présent la réaction des supporters du tout nouvel entraîneur des Merengues dans ce reportage signé Abdoulaye Momo Fofana.
Après un début de saison compliqué, les dirigeants du club madrilène avaient débarqué le technicien espagnol Lopetegui, qui venait de remplacer le champion du monde 98. L'ex-merengue et coéquipier de Zizou, Santiago Solari, a été désigné pour assurer l'intérim. Les débuts furent convaincants, mais la suite fut fatale. Le Real Madrid perd le Classico en 3 jours sur ses propres installations. 3 jours après, le Real Madrid est humilié à domicile et éliminé de la Ligue par l'Ajax d'Amsterdam. Florentino Pérez, déçu de cette descente aux enfers, a décidé de faire revenir l'ancien roi de Madrid. Je ne pense pas du tout à ça, parce que comme tu le dis, en fait, si je pensais au fait de remettre ça en cause ou me remettre, je ne viendrais pas. Mais je ne pense pas comme ça, j'ai jamais pensé comme ça. Je pense à ce que mon cœur il me dit, moi. Et mon cœur, en fait, il me dit, devait dire, tu t'es bien reposé maintenant. Y a le président et Madrid qui t'appellent. J'ai envie de revenir, point. C'est simplement la seule chose qui m'anime, c'est que j'ai envie. Les supporters du club de la capitale se montrent beaucoup plus enthousiastes quant au retour de Zizou à la maison. Me gustaría que volviese cuanto antes, por el desastre que está siendo esta temporada, de hecho. Y creo que ha sido lo mejor que le ha pasado al Real Madrid, tanto como entrenador como jugador, que por cierto le admiraba mucho como jugador. A momentos desesperados, medidas desesperadas, ¿no? No sé si será lo mejor, pero hombre, Zidane la verdad que siempre ha demostrado que ha sido un muy buen jugador y siempre ha estado, no sé, que lleva en su sangre, lleva el Real Madrid. Lo que no sé si será lo más acertado, solo sé que el Madrid necesita cambiar el chip. Y vamos a ver si sigue, porque realmente quiere seguir y le valoran en la casa. Yo creo que puede traer un buen equipo, puede hacer un buen equipo. Él es un gran futbolista, desde luego de esto sabe. Pues yo imagino que le habrán prometido fichajes y que sobre todo que le habrán prometido dominio de decisiones, el vestuario, sobre todo eso, planificar la temporada que viene y hacer un equipo a su medida y a su gusto. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions européenne, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Coupes d'Europe, meilleur entraîneur du monde en 2018. Une nouvelle aventure commence pour le technicien français, rebâtir l'empire madrilène. La durée de cette nouvelle transaction va s'étendre sur 3 ans et 300 millions d'euros a été mis à la disposition de Zidane pour reconstruire le Real Madrid. Une question revient sur tous les lèvres. Zinedine Zidane pourrait-il relever ce défi? La réponse, c'est bientôt. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Grand a été pour moi le plaisir de vous servir. Excellente suite de programmes sur Star 21. N'oubliez pas, nous revoir bien sûr sur le www.star21tv.com. Au revoir.